On va explorer comment les émotions influencent à la fois notre perception, nos réactions, et Gérard l'a parfaitement présenté, comment c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et que chercher des réponses entre guillemets causalistes, simples, nous emmène finalement dans une espèce de boucherie intellectuelle ou émotionnelle dans laquelle on ne sait plus trop comment ça fonctionne. Or, c'est plus compliqué que ça. Elles sont intégrées dans l'intervention, ces émotions en systémie, aussi bien en santé mentale que dans le champ de l'éducation, dans le monde du travail. Et on va voir en quoi l'émotion est au centre de l'intervention en approche systémique et stratégique. Et comme le rappelle Boris Cyrulnik, l'émotion, c'est un trait d'union entre ce qu'il appelle l'âme et le corps. Un trait d'union pour nous, entre nous et les autres, mais aussi entre nous et nous-mêmes. Et cette citation, qui est au cœur de notre discussion d'aujourd'hui, nous amène à regarder comment ces émotions sont centrales dans notre expérience humaine, comment elles relient nos états physiques et nos états psychologiques, comment elles jouent un rôle crucial à la fois dans la perception, dans la réaction et dans l'interaction entre les deux. Euh, Si vous pensez à une époque où une émotion forte a influencé votre décision, comment est-ce que ça vous a affecté? euh, Est-ce que ça a affecté votre perception, votre réaction? Est-ce que ça a fonctionné ensemble face à la situation qui vous a concerné? Alors, la théorie des émotions, elles sont extrêmement nombreuses. Gérard a dit déjà beaucoup de choses. Depuis 150 ans, on compte plus de 90 théories sur les émotions qui ont été développées. Par exemple, la théorie de James Lange qui suggère que nos émotions sont le résultat de réactions physiologiques à des événements. Euh, la théorie de Cannon-Bard qui propose que nous ressentons à la fois des émotions et des réponses physiologiques. Des théories cognitives de Schachter-Singer qui, quant à elle, affirme que les émotions sont influencées par notre interprétation des événements. Gérard en a parlé. Et enfin, beaucoup plus récemment, Joseph Ledoux, éminent spécialiste de l'anxiété, qui montre que pour surmonter une peur handicapante, l'expérience réelle et concrète de son dépassement est indispensable. Bonjour, je prends le relais, hein. Désolée, on ne vous voit pas pour des soucis de connexion. Alors, la perception d'une situation s'accompagne toujours d'une connotation émotionnelle. On peut parler de réalité de deuxième ordre, en s'appuyant sur les propos de Paul Václavic. Et donc, il est essentiel de comprendre les émotions non seulement comme des réactions spontanées, comme une perception aussi, mais aussi comme des structures préparées de réponses qui sont influencées par nos pensées et puis évidemment par l'expérience. Par exemple, voilà une situation de peur où on va devoir évaluer la menace et du coup préparer une réponse adaptée, ce à quoi notre cerveau nous appuie. Hein, imaginez-vous hein, en train de marcher dans une forêt sombre. Soudain, vous entendez un bruit étrange. Ça vous inquiète. Face à cette information perçue qui provient de l'environnement extérieur, quasi immédiatement, votre corps va probablement réagir. Votre cœur se met à battre plus vite, vos muscles se tendent. C'est la peur qui se manifeste en vous et prépare votre corps, du coup, à réagir. Alors, en ligne avec les travaux de Giorgio Nardone, nous allons considérer dans l'approche systémique stratégique quatre émotions primaires, la peur, la joie, la colère, la tristesse. Et ces émotions de base, qui apparentent plus à des sensations, hein, puisque ce sont des réponses innées, universellement partagées par toutes les cultures et essentielles à notre survie euh, parce qu'elles vont jouer un rôle central, notamment dans nos interactions sociales, mais aussi avec l'environnement extérieur et intérieur. Alors, si je prends par exemple la joie, on a vu tout à l'heure une maman avec son bébé. Eh bien, imaginez vous avoir un bébé dans les bras. Il vous sourit pour la première fois. Et en percevant ce sourire, une réaction instinctive s'anime en vous. Et là, nous sommes dans une connexion émotionnelle, hein. Gérard, tu nous disais, l'émotion, c'est la relation, c'est l'émotion. Hein, voilà une expérience relationnelle.
vous allez ressentir de la joie dans ce moment de grâce avec ce bébé qui vous sourit. La joie est ce lien émotionnel primaire qui a pour fonction de renforcer des liens sociaux dès le plus jeune âge. Alors, on voit sur Instagram, on appelle ça l'effet cuting. Quand on regarde des bébés, quand on regarde des animaux, cuting parce que c'est l'effet oh, c'est trop mignon. Et donc, ça nous attendrit. Et dans le lien, si je reprends avec le bébé, réellement, eh bien, c'est ce qui nous amène à vouloir le protéger, en prendre soin. Ces sensations primaires sont fondamentales et préenregistrées dans notre système humain. Elles influencent directement nos émotions, nos comportements. La peur, par exemple, peut déclencher des mécanismes de survie comme la fuite ou la lutte. Hein, pensez à un guerrier sur le champ de bataille. Hein, il est en alerte. La peur le prépare à affronter son adversaire ou au contraire à battre en retraite pour sauver sa vie. Voilà, je précise par rapport à ce que disait Gérard tout à l'heure que je rejoins parfaitement sur la question des émotions primaires. Qu'il y a différentes théories qui s'opposent et qu'effectivement, je rejoins tout à fait Gérard dans le fait, est-ce que c'est tant que ça important finalement quand on parle de dégoût, de culpabilité, de savoir si c'est une émotion primaire ou pas? En tout cas, en tant qu'intervenant, ça nous concerne. Si vous avez un patient qui souffre de culpabilité, ben, on va traiter cette question-là et de savoir dans quelle mesure est-ce que ça s'appellerait primaire ou secondaire. Je rejoins tout à fait cette idée de savoir qu'en tout cas, il y a beaucoup de théories qui s'opposent sur cette question-là. Pour nous, en approche systémique stratégique, l'émotion est au cœur de l'intervention. C'est-à-dire, dans ce schéma que vous voyez ici à l'écran, on voit que l'émotion, alors c'est tout en bas de l'écran, on ne le voit pas bien, en fait, le changement passe par une expérience émotionnelle correctrice. C'est-à-dire que le changement ne passe pas par le fait de comprendre ce qui ne va pas ou le fait de devoir agir différemment, mais par le fait de rendre possible le fait que la personne découvre entre ce qu'elle perçoit, ce qui est à gauche là dans le schéma, et ce sur quoi elle agit, ce qui est à droite, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis du monde, qu'elle puisse expérimenter émotionnellement quelque chose de différent. C'est notamment ce qui peut-être nous distingue d'opérations qui seraient plus cognitives ou comportementales, qui par ailleurs ont des intérêts réels, mais qui est que cette transformation, ce changement, passe par une expérience émotionnelle correctrice. Donc, l'approche systémique stratégique utilise les émotions pour modifier les perceptions et les réactions, créant ainsi ces expériences émotionnelles correctrices. Par exemple, un patient qui souffre de phobie sociale peut apprendre à réinterpréter ses sensations de peur face à des signes d'inquiétude ou d'excitation sociale qui transforment ainsi une expérience négative en une opportunité de croissance personnelle. Comment une régulation dysfonctionnelle, une régulation émotionnelle dysfonctionnelle peut devenir fonctionnelle. Nathalie en reparlera ou en parle en tout cas de cette question de la régulation émotionnelle. Alors la peur, on va regarder les quatre sensations de base. La peur, c'est une émotion vitale. Elle nous avertit des dangers. Et en même temps, lorsqu'elle devient excessive, cette régulation émotionnelle peut devenir dysfonctionnelle et entraîner des troubles anxieux. En thérapie, en intervention, il est donc important d'abord, donc pour vous, en tant qu'intervenant, normaliser cette peur. Travailler avec la personne pour qu'elle l'affronte progressivement. Utiliser des métaphores, comme celle du signal lumineux, pour expliquer et normaliser la peur, par exemple. Imaginez un panneau de signalisation qui s'allume pour vous avertir d'un danger imminent. Et c'est ainsi que fonctionne la peur dans notre corps. Elle nous alerte de menaces potentielles pour notre sécurité. Si on prend l'exemple d'un patient qui souffre de phobie sociale, on peut commencer par comprendre, travailler, questionner la source de sa peur, par exemple la crainte du jugement social. On peut ensuite utiliser une technique de distraction lui permettant de pouvoir commencer à expérimenter une nouvelle façon d'appréhender sa peur pour peut-être mieux la traverser. Une technique où le patient peut d'abord, par exemple, approcher d'un café ou d'un supermarché sans interagir. Si ça
peur concerne par exemple ce qu'on appelle une phobie sociale, où il va commencer à pouvoir expérimenter et puis progressivement s'en approcher de plus en plus. Et au fil du temps, sa peur va par exemple diminuer et il va gagner en confiance. Et ce type de situation montre l'importance d'adopter une approche progressive, un questionnement du fonctionnement, du processus de la fonction de la peur, permettant d'affronter et de surmonter les peurs. Alors, en préambule à la colère dont je vais vous parler maintenant, je voulais aussi préciser que finalement, c'est pas tant de qualifier l'émotion parfois, même si évidemment ça facilite les choses, qui est le plus important, mais c'est plutôt de savoir ce que fait la personne avec l'émotion. Donc, pas seulement d'identifier l'émotion, hein, parce qu'on ne va pas chercher à corriger l'émotion, mais on va agir justement sur les réactions, c'est-à-dire ce que l'on fait avec. Alors, si on prend la colère, eh bien, c'est l'émotion la plus énergisante qui soit, qui nous pousse à l'action. Hein, elle peut nous donner la force de réagir face à une menace, à une injustice ou à un abandon. Mais si elle est mal canalisée, elle nous, si on n'arrive pas bien à la réguler, hein, elle peut nous causer des problèmes relationnels, personnels également. Et en thérapie, nous allons aider un patient à transformer de manière constructive la colère qui l'anime. Et pour cela, on va utiliser des métaphores comme par exemple la notion de cocotte minute. Hein. Imaginez une cocotte minute qui accumule de la pression, qui comprime cette vapeur. Eh bien, si on ne libère pas cette vapeur, elle va finir par exploser par trop de compression. Et donc, une colère mal canalisée devient destructrice, mais quand on sait l'apprivoiser, elle peut devenir saine. Par exemple, quelqu'un qui vient nous dire qu'il souffre d'accès de colère, hein, qu'il vit par exemple régulièrement l'expérience d'une perte de contrôle qui ruine ses relations avec ses proches, on peut dire par exemple les parents. Et alors, cette personne peut nous dire craindre de percevoir des signaux de colère, s'animer en elle, et au moindre signe, prendre sur elle, se retenir de réagir, mais finir par exploser. Et donc, pour l'aider, nous pouvons, par exemple, commencer par identifier les contextes dans lesquels se déclenche, s'anime en elle cette colère et lui proposer de donner un contenant à ces situations qu'elle va rencontrer avec ses proches, qui, dans cette rencontre, hein, stimulent les manifestations de colère en elle. Et donc, nous allons pour cela lui proposer d'écrire par anticipation des lettres de colère qu'elle pourrait destiner à ses proches, mais évidemment sans leur transmettre, hein, puisque l'idée, c'est de donner juste un contenant. Et puis, on peut également lui apprendre des techniques de respiration ou d'auto-hypnose dans le but de ralentir le processus de réaction que certaines situations déclenchent en elle. Et de cette façon, elle va apprivoiser euh, la peur de cette colère, hein, et donc sa colère, et vivre des expériences avec ses proches où la colère va alors petit à petit devenir beaucoup plus saine. Alors la tristesse maintenant. La tristesse, elle nous aide à faire face à la perte, à tirer des leçons de nos expériences. En intervention, il est crucial de valider cette tristesse du patient et de l'aider à trouver des moyens de la traverser, de la normaliser, de la transformer en résilience. On peut utiliser des histoires pour illustrer ce point, par exemple, raconter l'histoire d'une personne qui a perdu un être cher et qui a appris à trouver de la force et de la résilience à travers le processus de deuil. La tristesse, c'est une réponse normale, finalement, à la perte. Et ça peut être une source de croissance personnelle lorsqu'elle est, entre guillemets, correctement euh, ressentie, vécue, expérimentée, appréhendée. En intervention, il est important de valider les sentiments de tristesse du patient, de l'aider à trouver des moyens de la traverser. On peut utiliser des histoires de résilience pour illustrer comment d'autres ont surmonté cette tristesse, pour encourager nos patients à exprimer leurs sentiments à travers des journaux, pour
permettre de mieux traverser, de mieux incarner, de mieux vivre ce temps de la tristesse, ce temps du deuil, par exemple, ou mettre en place également des activités d'écriture ou des activités créatives. Et puis également une tâche, par exemple, des trois petites choses qui peut également aider à identifier trois petites choses, trois petites sources de plaisir quotidiennes à un moment donné où la personne commence à traverser et à peut-être pouvoir expérimenter de regoûter à certaines petites choses ou petits plaisirs, ce qui peut progressivement transformer la tristesse en résilience. Un patient, une patiente en deuil après la perte de son conjoint a trouvé des ressources grâce à la thérapie avec un travail sur l'expression de sa tristesse, par exemple à travers l'écriture et les arts. Et la personne peut progressivement avoir commencé à participer à des activités sociales qui lui apportent du plaisir. Elle peut consigner dans un roman de deuil, un roman de tristesse, la perte de ce conjoint, plutôt que d'être saisie par ces idées comment dire, qui alimente ses obsessions, sa cognition, ses pensées, et qu'elle peut subir, elle devient acteur à un moment donné en utilisant, par exemple, un carnet ou une écriture. Elle peut également trouver du réconfort en aidant d'autres personnes en deuil, transformant ainsi sa propre douleur en une force de soutien pour les autres. Cette situation montre comment le processus de deuil peut mener à une croissance personnelle et à à une résilience accrue. Alors le plaisir, la joie, c'est essentiel pour notre bien-être, pour nos relations avec les autres, pour notre motivation. Ça participe à donner du sens à la vie. Mais une recherche excessive de peut conduire à des comportements addictifs, hein. C'est vraiment l'espace de l'addiction qui va parfois entraîner des conséquences néfastes. Alors, en thérapie, qu'est-ce qu'on va faire? On va aider une personne esclave d'une recherche de plaisir à être plus qualitative par rapport dans son rapport au plaisir. Alors, plutôt que de rechercher à contrôler volontairement cet excès de plaisir en se disant typiquement, je ne dois plus le satisfaire, je ne dois plus consommer, par exemple, hein. En fait, quand elle se dit ça, ça rend la tentation encore plus forte, hein, d'où la perte de contrôle. Nous allons lui indiquer de se faire mieux plaisir. Et elle apprendra alors à retrouver un rapport plus sain au plaisir. Prenons le cas d'une personne souffrant de boulimie qui tente désespérément de contrôler sans succès ses crises boulimiques. Nous allons utiliser avec elle la technique de la saturation du plaisir. Hein, cette technique s'appuie sur une logique paradoxale puisque nous allons l'inciter à savourer, par exemple, chaque bouchée de nourriture lentement, consciemment, pour euh, obtenir un meilleur plaisir, vraiment le savourer. Et nous l'amènerons aussi souvent également à trouver des sources de plaisir alternatives, comme le sport, les loisirs créatifs, ou autres types d'activités, car le meilleur remède à l'excès de plaisir n'est pas de l'éliminer, mais au contraire, de satisfaire un plus grand plaisir. Alors, les émotions secondaires, comme la culpabilité, la honte, sont plus complexes et souvent liées à nos interactions sociales. Qu'on reprenne ça chez Ekman ou chez d'autres. On va parler d'émotions pour lesquelles il y a une question d'apprentissage social. En thérapie, en tous les cas, il est crucial de comprendre comment fonctionnent ces émotions pour pouvoir les recadrer. Par exemple, la culpabilité peut être transformée en une motivation pour s'améliorer, tandis que la honte peut être réduite en exposant progressivement le patient aux situations qui la déclenchent en pouvant dire et évoquer les choses. La jalousie, quant à elle, peut être recontextualisée pour renforcer la confiance en soi dans les relations. En thérapie, diverses techniques peuvent être utilisées pour induire des expériences émotionnelles correctrices. Le recadrage, donc tous les travaux évidemment nous venant de l'hypnose ericksonienne, sont d'une grande utilité pour pouvoir arriver à ce changement passant par une expérience émotionnelle. Le recadrage, les aphorismes, les métaphores permettent de changer la perception de la réalité, tandis que
les métaphores, elles, et anecdotes aident à illustrer des concepts de manière compréhensible et mémorable. Par exemple, une anecdote sur un patient qui a surmonté sa peur de parler en public en utilisant des techniques de visualisation. Alors, prenons maintenant un cas de dépression. Euh, Ça arrive typiquement quand une personne peut avoir la certitude rigide de ne plus avoir de plaisir dans la vie. Alors, elle va renoncer à vivre des expériences, s'isoler, devenir passive. Donc, une personne peut dire, par exemple, eh bien, aujourd'hui, il fait beau, je n'irai pas me promener, car à quoi ça sert? Je n'y prendrai pas plaisir. Et donc, à partir du moment où cette personne est certaine qu'il n'y a aucune possibilité d'éprouver du plaisir, elle ne va rien tenter. Elle est dans l'évitement de toute expérience. Elle est vraiment passive, on pourrait dire, au quotidien et à tout instant, hein. C'est une aquaboniste, dirait le chanteur. Alors, on va inciter cette personne à être active. Mais cette incitation, pour y parvenir, puisque la croyance rigide est présente chez elle, nécessite qu'on adopte une communication vraiment stratégique avec elle. Car en matière de communication, on ne doit pas tenter de la convaincre, ce serait vain, ou de lui expliquer qu'elle doit faire des choses pour parvenir à ressentir du plaisir, car là, elle va monter en résistance, elle s'oppose complètement à sa position. Alors on peut lui dire, par exemple, je constate qu'en ce moment, vous n'avez pas de sensation comme si vous étiez anesthésié. C'est votre corps qui semble vraiment comme mort, insensible. Mais nous pouvons rééduquer votre corps, rééduquer des sensations. Et pour cela, il va falloir faire des choses. Mais n'espérez pas, en faisant des choses, retrouver une sensation plaisante, hein, car là, vous êtes beaucoup trop anesthésié pour cela. Donc, c'est en neutralisant les attentes qui seraient déçues, hein, que l'on cherche à agir. Et c'est en neutralisant ces attentes, on évite l'effet déception. Et c'est ainsi que cette personne va pouvoir se mettre à agir et retrouver spontanément des sensations de plaisir qui vont l'amener à modifier sa perception, assouplir sa perception qui était devenue rigide. Alors, en conclusion, les émotions jouent un rôle central dans notre vie, dans notre santé mentale. Les approches thérapeutiques doivent intégrer cette compréhension pour être efficaces. D'ailleurs, l'émotion est au cœur de nombreuses approches thérapeutiques. Elle est même le sujet principal, si on prend par exemple l'EFT, qui est centré d'abord et avant tout sur l'émotion, ou les travaux de Nathalie sur la régulation émotionnelle et l'approche systémique, on en reparlera. Euh, voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que cette présentation vous a fourni des idées dans votre pratique professionnelle. Rappelez-vous toujours qu'il faut encore avoir du chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante, nous disait Nietzsche. Utilisez ce chaos, ces émotions pour guider vos patients, pour guider aussi vos propres interventions, vos propres sensations, hein. Certaines situations de patients, certaines situations dans nos contextes nous conduisent nous-mêmes à vivre des difficultés, des enjeux, des challenges émotionnels qu'il est aussi essentiel de pouvoir faire avec pour pouvoir être mieux en relation avec ceux qu'on accompagne. Les émotions bien comprises, bien expérimentées peuvent devenir des alliés puissants pour le processus de guérison et de croissance personnelle. Continuez à explorer et à intégrer ces approches dans votre pratique pour aider vos patients, vos clients à naviguer dans leurs expériences émotionnelles avec résilience et espoir.